Quand on accole peur et cinéma, naturellement on pense à film d'horreur. Un bon film qui met en scène des fantômes, des démons ou des monstres dégueulasses, ça fait son effet en termes de trouille. Pourtant, j'estime qu'il y a bien plus efficace que les films d'horreur pour se faire peur, voire même pour faire de jolis cauchemars. En effet, osez me dire qu'un cinglé qui porte un masque et qui vous court après avec une machette, c'est plus terrifiant et angoissant qu'un film qui met en scène des pluies d'astéroïdes, un virus hyper dangereux et hyper contagieux, ou alors une invasion de zombies. Je fais naturellement référence aux films apocalyptiques et post-apocalyptiques, un genre qui est juste terrifiant. Les films post-apocalyptiques, très généralement, ils produisent deux effets. D'un côté, ils foutent grave la trouille, c'est des films qui peuvent vraiment vous angoisser. Et de l'autre côté, c'est des films qui vous poussent à réfléchir. Car vous allez vous en rendre compte, après avoir vu ou revu les films dont je vais parler dans cette liste, dans ce top 10, vous allez vous apercevoir que la vie que vous menez, elle est tout sauf horrible en réalité. Parce que systématiquement, à chaque fois que j'ai vu ou revu les films dont je vais vous parler, j'étais en mode « Mais ma vie, en fait, elle est juste géniale, mais de quoi je me plains? Mes petits problèmes existentiels, mes soucis domestiques, mais ça pèse pas lourd, ça pèse que dalle en réalité. » Car c'est ça aussi la force des films post-apocalyptiques et apocalyptiques, on ne peut pas s'empêcher de se mettre dans les pompes des personnages que l'on voit à travers l'écran. On ne peut pas s'empêcher de se demander qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place, est-ce qu'on aurait fait mieux, est-ce qu'on aurait fait pire, est-ce qu'on l'aurait joué solo, est-ce qu'on l'aurait joué collectif, on aurait été un héros, est-ce qu'on aurait été un monstre, est-ce qu'on aurait été entre les deux. Systématiquement, je me pose ce genre de questions quand je joue à un film dans ce genre-là. Et donc, plutôt que de vous sortir un simple top 10 spécial film post-apocalyptique, j'en ai déjà fait un d'ailleurs ultérieurement, je vous invite à checker la vidéo si jamais ça vous intéresse, le format, tout ça. Au lieu de ça, je vais vous recenser 10 films apocalyptiques et post-apocalyptiques qui proposent des apocalypses différents, et on va démarrer en douceur. En numéro 10, on va parler d'une apocalypse qui est, j'estime, gérable, et on va terminer par une apocalypse qui est juste sans espoir. En tout cas, quand on parlera de tel ou tel film, je vous dirai ce que moi je ferai pour survivre, pour tenir le plus longtemps, parce que au cas où, admettons, par un sort maléfique, on se retrouve télescopé dans les films dont je vais parler, qu'est-ce qu'il faut idéalement faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire, etc. etc. Et d'ailleurs, je compte sur vous dans les commentaires pour qu'on parle de tout ça. Qu'est-ce que vous feriez dans ce genre de cas de figure? Qu'est-ce que vous feriez dans ce type, dans cette situation? J'ai besoin de savoir. Mais juste avant de démarrer, je tiens à vous demander, à vous qui ont l'habitude de me regarder sans être spécialement abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, moi ça m'aide énormément, ça m'aide à continuer, à améliorer le setup, tout ça, donc je vous remercie. Allez, c'est parti, installez-vous bien, et surtout préparez-vous psychologiquement. Bonne chance. En numéro 10, on va démarrer avec un film qui propose une apocalypse qui est, j'estime, plus que gérable. C'est l'apocalypse mise en scène dans 28 jours plus tard. Et oui, je sais ce que vous allez me dire. Tu peux pas dire ça, c'est super dur de résister à l'attaque d'un infecté, comment tu peux survivre à un truc pareil? Je suis d'accord, si on veut la jouer 1 versus 1 contre un infecté, bah il y a statistiquement très peu de chances de s'en sortir. Qu'importe votre condition physique, votre taille, votre âge, etc. Contre un infecté, c'est ultra dur de s'en sortir, mais alors deux infectés, c'est même pas la peine d'y penser. Et encore, là je ne parle pas d'infection, parce qu'une morsure, une goutte de sang d'infecté ou de salive qui tombe dans votre œil, dans votre bouche, ou alors sur une plaie ouverte et c'est terminé, en 20-30 secondes, vous rejoindrez leur rang. Ça rappelle un petit peu la bande dessinée Les Schtroumpfs Noirs, c'est un petit peu finalement notre 28 jours plus tard avant l'heure, et national, cocorico. Mais là on parle juste d'attaque directe, c'est-à-dire que vous êtes dans la rue, vous sortez, vous voyez des infectés courir, bon bah là c'est clair que vous êtes foutu. Si vous vous barrez pas très vite, s'il n'y a pas quelqu'un pour se faire bouffer à votre place, pour vous laisser le temps de vous tirer, c'est très compliqué. Par contre, si vous êtes chez vous, au moment où le bordel se déclenche dehors, la seule chose à faire, bah, c'est de pas bouger. Vous tirez les rideaux, vous fermez les volets, vous fermez la porte à clé, vous faites en sorte de faire couler un maximum de flotte dans votre baignoire, vous remplissez un maximum de bouteilles, et vous attendez. Pour survivre dans l'univers de 28 jours plus tard, il suffit simplement de rester chez soi et d'attendre. Parce que les infectés, contrairement aux zombies, bah c'est des mortels, et tôt ou tard ils finiront par crever de faim, comme c'est bien montré à la fin du premier film. Donc si l'infection se déclare dans votre ville, discrètement vous faites en sorte de tirer les rideaux, de fermer les volets, de faire en sorte que personne ne vous voit de l'extérieur, c'est super important, aussi bien infecté que non infecté, et vous la jouez ninja. Surtout n'allumez pas de lumière la nuit, parce qu'il suffit qu'un infecté voit une flamme, n'importe quoi, à travers un trou ou quoi que ce soit, il passera à travers la vitre, la porte pour vous défoncer. Le bruit naturellement attirera d'autres infectés, vous êtes foutus. Vous restez simplement chez vous et vous attendez. Vous vous occupez l'esprit en lisant, en faisant des jeux de société si vous êtes avec quelqu'un, faites un petit peu de sport sans faire trop de bruit. Mais en tout cas, ne tentez pas de partir à l'aventure dehors et surtout résistez à l'envie de vous tirer de la ville, de prendre votre bagnole, de vous casser parce que vous n'aurez aucune chance. Vous serez pris dans les embouteillages, dans les carambolages, dans les accidents, n'importe quoi. Ça fera du bruit, ça tirera des infectés et vous vous ferez mettre en pièces dans votre bagnole. Jouez la prudence, restez chez vous et attendez que vous soyez en immeuble ou en maison. Si vous êtes en maison, faites super gaffe à ce que on puisse pas vous voir parce que voilà, une fenêtre de pété, c'est terminé. Si vous êtes en immeuble, si vous êtes au-delà du 2e étage, c'est bon, à partir du principe que la porte d'entrée est verrouillée
et que les fenêtres du rez-de-chaussée soient condamnées ou personne n'y est taxé. Quoi qu'il en soit, jouez la prudence, ne faites pas de bruit, faites-vous discret et attendez. Vous pourrez sortir au bout d'1 mois et demi, 2 mois quand tous les infectés seront dead. Il faut prendre en compte bien évidemment l'aspect géographique, si vous êtes dans l'épicentre, si vous êtes plus en province, ce genre de truc, parce que tout le monde ne sera pas infecté dès le premier jour, l'infection grappillera du terrain au fur et à mesure, donc prenez les devants, restez confinés le plus longtemps possible, voire même poussez jusqu'à 3 mois si vous avez assez de rations, pas le choix, c'est ça où vous crevez. En tout cas, il faudra être fort psychologiquement et résister à l'envie de sortir. Parce que si ce sera dur à l'intérieur, ce sera sans pitié à l'extérieur, donc faites bien le calcul. Et au bout d'1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, vous pourrez sortir et par contre juste évitez de toucher les cadavres, les matières un peu bizarres, visqueuses, etc. Sinon rebelote, ça va repartir. Donc sortez, faites super gaffe, vous pourrez reprendre vos business et c'est tout. En tout cas, si 28 jours et 28 semaines plus tard nous ont bien appris quelque chose, c'est de rester chez soi. Si vous êtes dans un immeuble et en hauteur, restez-y. Si vous tombez sur une émission de radio, des militaires vous expliquent qu'il faut traverser la moitié du pays pour les rejoindre, changez de station. Si l'armée vous explique qu'il ne faut surtout pas sortir du périmètre de sécurité, écoutez-les. Et surtout, et là c'est le plus important, si un enfant tape à votre porte, ne lui ouvrez jamais. Surtout s'il est en détresse. En numéro 9, on va parler de l'apocalypse mise en branle dans Phénomène. En gros, l'apocalypse de Phénomène, c'est quoi? C'est la revanche des plantes et des végétaux. Les arbres, les fleurs, tous les végétaux en ont plein le cul de se faire marcher dessus, débroussailler, déraciner, tout ça. Donc ils décident de se défendre contre l'humanité, en répandant une espèce de phéromone qui pousse les malheureux qui respirent cette phéromone à se suicider. Et votre ennemi principal dans Phénomène, ce sera 2 choses, les plantes et le vent. Alors les phéromones sécrétés par les plantes seront transportés par le vent, et puis c'est des phéromones qui sont invisibles. Vous pourrez juste vous apercevoir que ça arrive quand vous verrez les gens autour de vous commencer à devenir stoïques et sortir des propos incohérents. Là, vous pourrez vous dire que c'est foutu. Ça veut dire que les phéromones ont pris le cerveau en otage, et les individus seront poussés à mettre fin à leur jour. Si par exemple un mec a un flingue à son holster, il sortira le flingue pour se tirer une balle. Si quelqu'un a un couteau dans la main, il se tranchera les veines. Pour autant, il a des stratagèmes pour s'en sortir. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est comme pour 28 jours plus tard, restez chez soi. Restez chez soi et bien fermer les fenêtres. N'activez pas le ventilo ni l'air conditionné car les courants d'air qui transportent les phéromones, enfin les composants chimiques peuvent rentrer dans votre appart, dans votre immeuble, et là par contre vous êtes foutu. Donc faites en sorte de vous préserver des courants d'air, même si on est en plein été, même si vous crevez de chaud. Juste avant de tout verrouiller, pensez à balancer toutes vos plantes par la fenêtre, gardez juste celles qui sont en plastique, et vous attendez. Idéalement, si vous habitez en ville, dans un endroit hyper urbanisé, tant mieux, même si c'est compliqué, étant donné qu'il y a toujours des arbres, des arbustes, tout ça. Le risque zéro n'existe pas, pour être vraiment tranquille, il faudrait genre habiter dans un parking souterrain ou un truc comme ça. Mais là où c'est compliqué, c'est si vous habitez en campagne, à proximité d'un champ ou d'une forêt, là, ça risquera d'être tendu. Quoi qu'il en soit, restez cloîtrés, rationnez-vous, faites en sorte d'être le plus possible à l'abri du vent, et laissez les autorités compétentes faire le ménage, car dans le film on voit bien que les mecs ont compris comment ça fonctionne, et on se doute que tôt ou tard ils finiront par trouver un vaccin, un médicament miracle pour contrecarrer les effets des phéromones. En tout cas, c'est gérable, et même si c'est terrifiant et terrible, vous pouvez vous en sortir. En numéro 8, il faut qu'on parle de Deep Impact, peut-être pour moi le meilleur film catastrophe jamais produit. Ce qui est assez ironique, c'est que c'est un excellent film catastrophe, alors que la scène de catastrophe finale, elle dure à peine 5-10 minutes, grand maximum. Le film se veut avant tout psychologique et il est super réussi sur ce point. Mais pour résumer, l'histoire, c'est quoi Deep Impact? Eh bien c'est un gros astéroïde qui fond sur la Terre. Le truc, c'est que des astronautes vont vers l'astéroïde, le font péter et font en sorte de le diviser en deux. Le truc, c'est que l'astéroïde continue à aller dans la trajectoire de la Terre et va taper la planète. Mais il y a quand même 2 façons de survivre à Deep Impact, parce que ça va être 2 astéroïdes hyper violents, mais il y a 2 façons de s'en sortir. Une à court terme et une autre à long terme. Et celle qui est à long terme est très difficile, voire quasiment impossible. La solution à court terme, c'est quoi? Ça dépend de votre situation géographique. Si vous habitez aux États-Unis et que vous êtes sur la côte Est, vous vous cassez du côté de Los Angeles, vous allez le plus à l'ouest possible. Si vous êtes en Europe, vous vous cassez, vous allez à l'extrême Est, vous allez au cœur de l'Asie mineure, voire l'Asie, mais vous faites en sorte de plier les Gaules et de fuir toute l'Europe. Si vous êtes en Afrique du Nord, vous vous tirez en Afrique plus au sud. Et si vous êtes sur une île de l'Atlantique, un bon conseil, prenez un avion et partez loin, très loin. Car le premier astéroïde tapera dans l'Atlantique et va souffler littéralement tous les continents aux alentours par un tsunami juste gigantesque. Donc le Canada, la partie est du Canada, la partie est des États-Unis sera complètement balayée jusqu'aux terres, et l'Europe sera littéralement rayée de la carte, même chose pour l'Afrique du Nord et toutes les îles qu'il y a dans l'Atlantique. Mais ça, comme j'ai dit, c'est la solution à court terme, parce qu'après, il va y avoir le deuxième astéroïde qui va percuter le Canada, et là, ça va être un apocalypse gigantesque, parce que non seulement ça va pulvériser tout ce qu'il y a à plusieurs centaines de kilomètres autour, mais le pire là-dedans, c'est que l'astéroïde va déclencher une espèce de... va soulever des milliards de tonnes de poussière. Ces tonnes de poussière vont
obscurcir le soleil pendant plus d'une décennie, et ce qui va se passer par la suite, c'est tout va crever quoi. Le soleil est caché, donc plus de photosynthèse, donc les plantes elles vont crever, tiens, dans ta gueule, phénomène. Les plantes meurent, donc les animaux meurent, et ensuite les humains meurent. Et donc si vous avez survécu aux 2 astéroïdes, vous mourrez d'une manière ou d'une autre. Ou alors de maladies, car des nouvelles maladies émergeront de par le nombre de cadavres, l'absence totale la disparition d'infrastructures, plus d'hôpitaux, plus de médecins, plus rien, parce que la civilisation sera littéralement effondrée. Donc, risque de maladie, risque de se faire casser la gueule par des brigands, par des pillards, tout ça, pour qu'on vous pique tout ce qui vous reste de bouffe. Et également risque de finir dans le beat d'un cannibale ou de finir cannibale vous-même. Car il n'y aura plus de plantes, plus d'animaux et donc plus de bouffe à produire. Ce sera très compliqué. La seule chance pour vous de vous en sortir, c'est, je parle à court terme, c'est de trouver un bunker souterrain que vous auriez piqué un survivaliste, ou si vous êtes survivaliste vous-même, là vous avez peut-être une marge de manœuvre pour tenir peut-être 3-4 ans. Il y a statistiquement presque aucune chance que vous puissiez tenir pendant 10 ans dans un univers pareil. Et l'autre solution à long terme pour survivre, pour ça, il faut faire partie d'une certaine forme d'élite. Il faut être un président, ou alors un officiel, ou bien alors quelqu'un avec un QI supérieur pour reconstruire la civilisation. Car l'État a tout prévu, des bunkers souterrains hyper aménagés pour abriter les officiels, les militaires, les machins comme ça, les médecins, les scientifiques, les ingénieurs, ainsi que des animaux, pour pouvoir repeupler après la Terre par la suite avec des animaux, tout ça, ils stockent des plantes, des graines, pour faire repousser des forêts, tout ça. Donc l'humanité ne va pas complètement disparaître. Le gros de l'humanité, oui, mais il restera quand même un petit noyau qui relancera la machine quelques décennies après l'apocalypse. Donc si en soi le film est désespérant, la situation n'est pas non plus ultra désespérée. Du moins pour l'humanité avec un grand H. Cependant, rassurez-vous, le film ne termine pas comme ça, je vous invite à le regarder et donnez-moi votre avis dans les commentaires. En numéro 7, il faut qu'on parle de l'apocalypse de la planète des singes. Quand on pense à planète des singes, on pense à singes qui reprennent le contrôle sur la Terre, tout ça, qui deviennent des humains, qui parlent comme eux, qui commencent à devenir intelligents, etc. Mais on oublie que si les singes prennent le dessus, c'est parce que un virus a littéralement pulvérisé la planète, a pulvérisé l'humanité. Un virus qui a pulvérisé l'humanité, mais qui a rendu aussi les singes plus intelligents. Mais ce virus est méga hardcore, on appelle ça la simian flu, ou le virus du singe, un virus qui n'a rien à voir avec les singes d'ailleurs, c'est un virus qui a été créé par des scientifiques en labo. Mais la saloperie de ce virus, c'est que c'est encore pire que la mort. C'est qu'en gros, ce virus, ça vous fait perdre vos facultés cognitives, donc en gros, vous devenez de plus en plus con, vous perdez l'usage de la parole, vous perdez énormément de sang, tout ça, il y a des gens qui meurent à cause du virus directement de par les effets secondaires, mais la plupart des gens qui survivent au virus perdent énormément de facultés cognitives, perdent leurs facultés motrices, ne savent même pas comment se nourrir, etc., donc seront voués à la mort. Et c'est pour ça d'ailleurs que les rares humains que l'on voit dans la planète des singes de 68, c'est des humains qui ne parlent pas, ils ont perdu l'usage de la parole, et on voit bien que ils sont bons que pour la cueillette, quoi. Ils n'ont pas l'intelligence nécessaire pour construire des trucs, une civilisation, relancer ça, tout ça. Donc je vous laisse imaginer ce que ça a été les premiers jours de l'apocalypse. En termes de taux de survie, c'est juste insignifiant. On compte une personne immunisée sur 500, donc autant dire que plus de 6 milliards de gens vont être au tas au cours de l'apocalypse. 6 milliards, je sais pas si vous représentez. Et les seuls survivants qui resteront, bonne chance à eux pour tout reconstruire, parce qu'on parle d'une Terre qui est littéralement laissée à l'arrêt, quoi. Donc toutes les infrastructures, tous les systèmes de défense, de soins, machin, tout est à l'arrêt. L'humanité va avoir beaucoup de mal à se relever de tout ça, parce qu'il y a quand même quelques bribes de survivants qui ont réussi à maintenir un petit peu de cohésion et de civilisation dans certains coins, des coins vraiment très... c'est des coins qui sont très rarifiés, mais il y a un petit espoir, un tout petit espoir que ça redémarre, mais concernant le reste, la faune et la flore, ça va, il y a des animaux, il y a des plantes, donc du côté de la nature, du côté, pour les amoureux des animaux, rassurez-vous, la nature va continuer à exister, à perdurer et tout ça. Pour l'humanité, par contre, ce sera compliqué. On peut dire que là, le niveau de difficulté sera juste au level hardcore. Numéro 6, on va parler de 2012. Là, c'est vraiment très compliqué, car toute la planète se fait littéralement ravager par des bouleversements climatiques et géologiques de dingue. Donc, mouvement de la croûte terrestre, les continents qui se barrent en couilles, les volcans qui explosent. Enfin, il n'y a quasiment aucune chance de s'en sortir, même si vous êtes planqué dans un bunker. Vous avez toutes vos chances de finir englouti sous un tsunami, ravagé par un volcan. Enfin, c'est très compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une lumière au bout du tunnel, car il y a 2 façons de survivre dans 2012. La plus compliquée, c'est appartenir à l'hyperclasse, être riche à milliards pour pouvoir embarquer dans des arches afin de s'en sortir quand le tsunami géant engloutira tous les continents. Vous pourrez embarquer dans un navire de croisière ultra luxueux et super protégé pour redémarrer la civilisation. Ou alors vous prenez l'autre solution, la plus simple, la moins stressante et la moins chère. Vous prenez un aller simple pour Bamako, car le seul continent qui sera épargné de tout ce bordel, c'est l'Afrique. Ouais, je sais, Roland Emmerich a voulu se taper un trip en mode l'Afrique, seul continent qui survit, parce qu'en même temps, c'est le continent, le berceau de l'humanité, tout ça, tout ça. Donc, bon, allez, c'est mignon, c'est joli. En bref, le seul continent qui s'en sort, c'est l'Afrique, donc tout ce qu'il y a à faire, c'est aller sur
sur Skyscanner, prendre un billet aller simple pour Tombouctou, Ouagadougou, n'importe quoi, vous foncez en Afrique et vous bougez plus. Et vous aurez plus qu'à siroter des cocktails le temps que les autres continents se barrent en sucette. En tout cas, c'est la seule façon de survivre en 2012. C'est con que les mecs de l'hyperclasse ils aient pas calculé ça parce qu'ils auraient peut-être pu sauver au moins la moitié de l'humanité quoi, pour ramener tout le monde là-dessus. Voilà, c'est dommage pour eux, mais en tout cas, voilà, la seule façon de survivre en 2012, c'est de se barrer en Afrique. Par contre, si vous n'avez pas moyen, bah, vous êtes foutus. C'est continent américain, européen, asiatique, australien, ce que vous voulez, tout finira englouti. Pas de chance. En numéro 5, il faut qu'on parle de l'apocalypse de Sans un bruit. En gros, Sans un bruit, c'est comme Deep Impact, mais en version horreur. C'est en gros des astéroïdes qui tombent sur la planète, mais ces astéroïdes abritent des extraterrestres hyper violents, qui sont hyper dangereux et qui ne supportent pas le bruit. Donc ils sont hyper sensibles à l'audition, donc ce qui fait que ces créatures-là, le moindre bruit qu'ils entendent, ça peut être n'importe quoi, un cri, le bruit d'une montre, vous savez, le tic 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 tic, ça suffit pour les rendre dingues et ils vont absolument tout défoncer. En quelques semaines, ces créatures auront tout bousillé, hommes comme animaux, il ne reste absolument plus rien. Les seuls qui auront survécu, c'est les animaux un peu discrets et les gens qui ont compris que pour survivre, il faut fermer sa gueule, faire le moins de bruit possible et c'est compliqué parce que faut pas faire le moindre bruit, sans quoi ces créatures vont foncer dessus pour vous massacrer. Ils sont hyper sensibles au moindre son, donc même si par exemple vous parlez, vous chuchotez un petit peu tout bas à 10 km, ils arriveront à vous entendre. Mais pourtant, il existe une manière de les crever, c'est juste dommage que personne ne le savait dès le début, c'est que ces créatures-là, aussi résistantes soient-elles, savent pas nager. Donc c'est le syndrome John Marston. En gros, ce qu'il faut faire, c'est se mettre sur un bateau, s'éloigner d'un ponton, sortir un haut-parleur, n'importe quoi, faire énormément de bruit, attendre que toutes les créatures se ramènent, elles vont essayer de vous sauter dessus, mais tomber dans la flotte et mourir. Donc voilà la seule technique pour résister aux monstres. Alors après il y a des trucs avec des ultrasons pour les forcer à ouvrir leur cavité pour pouvoir leur tirer dedans, mais c'est très compliqué. Vaut mieux habiter à côté d'un lac ou d'un lagon, je sais pas quoi, vous foutre au milieu du Nil ou d'un bateau, de pousser des cris et attendre qu'ils viennent, parce que comme ils sont aveugles, j'ai oublié de le dire, ils verront pas spécialement où ils vont. Donc c'est un bon moyen pour les baiser. La seule manière de survivre sans un bruit, c'est de faire du bruit, mais sur la flotte. En tout cas, ce qui fait chier par contre dans Sans un bruit, c'est que les animaux sont quasiment tous morts, les humains pareil, il reste uniquement que des groupuscules qui ont compris qu'il fallait pas faire de bruit, quelques mecs intelligents qui sont planqués sur des îles, c'est à peu près les seuls moyens de s'en sortir, avec l'idée de partir en vendetta contre ces saloperies pour tous les crever dans la flotte. En numéro 4, Snowpiercer. Alors c'est quoi le scénario de Snowpiercer, le film et la série ? En gros, la Terre est complètement gelée et les seuls survivants, ils tiennent dans un train qui a été conçu pour résister à cette ère glaciaire, ce nouvel ère glaciaire, un train qui a été conçu pour continuer à tourner le temps que la planète se réchauffe un petit peu. Et le truc, c'est que pour survivre dans Snowpiercer, il faut être dans le Snowpiercer. Après, rien ne garantit que vous aurez la meilleure place dans le Snowpiercer, il se peut que vous soyez aussi bien un bourgeois qu'un prolo, ça dépend de votre condition sociale de base. En tout cas, c'est où vous ferez partie de l'hyperclasse, ou vous ferez partie des esclaves au fond du train. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour les deux, c'est la seule chance de tenir bon dans cet univers juste sans pitié. Alors à la fin il y a un petit twist comme quoi il y a potentiellement un début de vie qui peut revenir via l'ours polaire qu'on voit à la fin, mais bon j'y crois moyen, j'ai trouvé la fin un peu exagérée, un peu con même d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, voilà, pour résister dans l'univers de Snowpiercer, il faut être dans le Snowpiercer. Il faut juste espérer qu'il ne déraille jamais. En numéro 3, là on arrive dans quelque chose de vraiment hardcore et de sans pitié. On va parler de La Route. C'est techniquement la finalité de Deep Impact. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est une explosion nucléaire, un incident chimique, ou alors on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est, mais en gros, le soleil est obscurci par des particules, par des poussières. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais le film se déroule 10 ans après les événements. On est dans un monde où il n'y a plus rien, plus d'arbres, plus de plantes, plus d'animaux, et très peu d'humains, et le peu qu'il reste, c'est des cannibales. Donc des chances de survie dans ce monde-là, il n'y en a presque aucune, tout le monde est voué à mourir de faim d'une manière ou d'une autre, tout le monde vit dans la malnutrition perpétuelle depuis déjà un petit moment, parce qu'on peut imaginer que les débuts de l'apocalypse devaient être vraiment hardcore, tout le monde a dû voir l'effondrement de la civilisation, la confiance disparaître, les gens revenir à l'état sauvage, ça devait vraiment être très très dur les premiers jours, enfin les premières semaines, les premières années de cet apocalypse, et là on arrive vraiment dans la fin de l'humanité, puis la fin de la vie tout court, parce qu'il n'existe plus rien, il ne peut plus y avoir de photosynthèse, donc plus de plantes, plus rien ne peut exister. Je soupçonne même la scène finale d'être une sorte de rêve, le rêve du gamin. Bon, je spoil pas trop pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais en gros, je soupçonne la fin d'être un petit peu inventée dans l'esprit du gosse. Une chose est sûre, il n'y a strictement aucun espoir dans La Route. Le seul petit espoir que vous avez, c'est de finir cannibale, donc c'est votre seule chance de survivre, c'est-à-dire que vous trouvez des gens, vous les bouffez au fur et à mesure, vous faites en sorte de les maintenir en vie le plus longtemps possible, et puis vous les bouffez tout doucement, c'est juste atroce, vaut mieux mourir, ou alors c'est trouver un bunker souterrain d'un survivaliste qui n'aurait pas été encore découvert, et vous essayez de tenir le plus longtemps possible, mais est-ce que c'est une vie, franchement,
Moi personnellement, si ce genre de cas de figure arrive, je ne réfléchis pas, je me fous en l'air. L'idée même de voir les animaux crever, les plantes, tout ça, je pourrais pas le supporter. Personnellement, je n'ai pas de solution à proposer par rapport à ce monde, ça n'appartient qu'à soi, et moi perso, je plierai les Gaules très vite. En numéro 2, Don't Look Up. Alors, je n'aime pas ce film, vraiment, là je suis en mode critique du film, etc. Je suis pas vraiment un fan, mais par contre, je peux dire que la fin m'a fait grave bader. J'aime pas le côté très pessimiste, le ton très arrogant du film, en mode, oh là, l'humanité est tellement conne, on peut se laisser mourir, patati patata, on ne réagirait pas. Non mais si, l'humanité se laisserait pas crever comme ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, je veux bien admettre que l'humanité a ses défauts, mais on n'en est pas à ce niveau-là, quoi, faut pas exagérer. Et le truc, c'est que ce qu'on voit, l'astéroïde qui nous tombe dessus, c'est un astéroïde gigantesque de plus de 10 km² ou je sais pas quoi, et ça suffit, enfin de circonférence, je sais pas quoi, et ça suffit à nous pulvériser littéralement, et on le surnomme cet astéroïde un destructeur de planètes, et en gros, comme c'est bien montré à la fin, l'astéroïde nous percute, et tout est fini, quoi. C'est déflagration de dingue qui crée un tsunami qui ravage absolument toutes les côtes, enfin toute la planète, il n'y a strictement aucune chance de s'en sortir. Du moins du point de vue humain et animal. Le truc qu'on peut espérer par contre, c'est que après être complètement ravagé, il se peut qu'il y ait un peu de flotte qui est tenue, qui est stagnée dans quelques endroits de la planète, et on peut espérer qu'au bout de quelques millions d'années, des bactéries reviennent, relâchent de l'oxygène ou je sais pas quoi, qu'il y ait des plantes qui finissent par se recréer. Enfin, on reviendrait en gros au point de départ, la planète ressurgirait un peu comme à l'époque du Carbonifère, tout ça au début il n'y a rien avec des volcans, puis après les plantes commencent à grappiller du terrain, etc. Mais voilà, c'est que en soi l'humanité, les animaux c'est fini, mais la vie peut redémarrer quand même. Il y a peut-être un infime espoir que tôt ou tard la vie revienne. Alors à la fin il y a un petit twist comme quoi le fils du président s'en sort, mais on n'y croit pas une seconde, il aurait dû être ravagé complètement parce que tout a été bousillé en dessous de l'écorce terrestre, tout ça, aucun bunker n'aurait pu résister à un choc pareil. Et je ne fais pas référence à la scène complètement débile où on voit un vaisseau spatial qui abrite tous les membres de l'hyperclasse, que des vieux qui se cassent sur une autre planète et ils vont tous se faire bouffer. Enfin c'est un film qui est très mensonger pour le coup, enfin qui est très pessimiste et très badant. Là par contre pour ça c'est réussi, mais je voulais rebondir sur un point parce que beaucoup d'entre vous doivent j'imagine flipper à l'idée qu'un astéroïde nous percute, mais rassurez-vous, j'en ai discuté avec Samir, un abonné super intelligent qui passe régulièrement sur les lives. Ce mec, je veux dire, il touche à tout. Bon, il est trop humble pour le dire, mais le mec, vraiment, s'y connaît sur absolument tous les sujets, astronomie, animaux, enfin faune, flore, tout ça, tous les trucs intéressants, captivants. C'est une bibliothèque humaine, le gars, enfin une encyclopédie sur pattes. Il est passé à Question pour un champion, il a quasiment été finaliste, c'est pour vous dire le niveau du mec, parce qu'il en faut quand même pour arriver à ce stade-là. Et on a parlé justement de ce sujet au cours d'un live spécial espace, astronomie, tout ça. Je lui ai fait part de mon inquiétude concernant une potentielle destruction de l'humanité via un astéroïde, parce qu'imaginez une comète nous tombe dessus, c'est fini pour notre gueule. Mais il m'a affirmé que on n'a strictement aucune chance d'être ravagé par un gros astéroïde, car on sera protégé par Jupiter. Pas celui-là. Celui-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, la planète Jupiter est tellement large que, de par la gravité, de par son attraction, c'est cette planète qui attire le gros des astéroïdes qui transitent dans notre système solaire. Et donc, en gros, s'il y a une comète qui rentre dans notre système, elle sera tout doucement mais sûrement attirée par l'attraction de Jupiter et elle finira dans Jupiter, littéralement dissous, désintégré par les vents, par les trucs acides ou je sais pas quoi. Bref, voilà, on n'a aucune chance de se retrouver ravagé par un astéroïde de par la présence de Jupiter. Et je parle vraiment d'un gros astéroïde, hein. Évidemment on va s'en taper des petites météorites, mais pas un truc gigantesque qui pourrait nous déboîter. Et quand bien même, rassurez-vous, des tas de scientifiques veillent et observent dans l'espace tout le temps à voir ce qui se passe, les corps célestes qui peuvent nous tomber dessus, et d'après les calculs, le gros des astéroïdes vraiment dangereux qui vont vers nous, ils passeront au maximum qu'il y a plusieurs milliers de kilomètres, hein. C'est des trucs qui passeront, enfin on se rendra même pas compte qu'ils passent à côté de nous, quoi. Et quand bien même, admettons, ils arriveraient à trouver une grosse comète qui nous fonce dessus, il y a des protocoles, il y a des systèmes pour justement faire en sorte de niquer la comète de loin, notamment via des systèmes laser pour les faire fondre. Tu targetes l'astéroïde ou la comète, paf, tu braques un laser dessus, un truc gigantesque, machin, ça fait fondre les particules de glace dans l'astéroïde et le truc qui part en lambeaux. Ou alors il y a des systèmes de réflexion de soleil, pareil, qui agissent pour faire fondre les particules de glace sur l'astéroïde. Il y a aussi le système de la bombe, où vous envoyez une bombe dans l'espace, non pas pour faire péter l'astéroïde, mais pour la faire péter à côté, de manière à la dévier de sa trajectoire. Bref, des tas de mecs ont réfléchi à ça, relax. Et enfin pour terminer, là il n'y a aucune chance de s'en sortir et aucune chance que quoi que ce soit puisse ressurgir plus tard, parce que là la planète est morte définitivement. C'est l'apocalypse mise en scène dans Prédiction. C'est quoi l'apocalypse de Prédiction? C'est tout à la fin une éruption solaire qui crame la planète. Vouf, on est balayé. C'est-à-dire qu'il y a un lance-flamme géant qui crame absolument tout, qui traverse la couche d'ozone ou je sais pas quoi, et qui crame absolument tout. Tout ce qu'il y a en surface et en dessous, c'est-à-dire que tout ce qui est à plus de 10 km sous la croûte terrestre
est ravagé, est cramé, donc aucune chance de se planquer dans un bunker, dans des cavernes ou quoi que ce soit, vous serez littéralement désintégré. Et même chose pour les océans sont asséchés tellement c'est chaud, tellement c'est intenable. Tout ce qui est en surface est littéralement réduit en poussière en une microseconde. Il n'y a aucune chance de s'en sortir à prédiction, enfin à l'apocalypse de prédiction, et rien ne pourra pousser par la suite, rien ne pourra revenir, aucune vie, que dalle. La planète est morte, définitivement. Et justement, j'en ai discuté avec Samir pour lui demander est-ce que c'est possible qu'une éruption solaire nous crame la gueule comme ça. Mais rassurez-vous, d'après Samir, on ne risque rien par rapport aux éruptions solaires, car en gros, la couche d'ozone, enfin la protection qu'on a là autour du globe, ça nous protège des éruptions solaires. En fait, on s'en tape régulièrement, a priori, et on s'en rend même pas compte. Parce qu'on est blindé, ça peut pas nous cramer comme ça, quoi. C'est impossible. On peut risquer, allez, un blackout, un truc comme ça, mais c'est tout. Donc rassurez-vous, on ne risque pas de finir désintégré à cause d'une éruption solaire. Par contre, à cause d'une supernova, oui. Savez-vous ce qu'est une supernova? Eh ben j'en avais aucune idée avant que Samir me le dise. En gros, c'est la mort d'une étoile. Une étoile crève et elle libère une espèce de force énergétique quasi, je veux dire, mais enfin, on atteint des niveaux de puissance quasiment inégalables, je veux dire, enfin, c'est juste colossal ce qui se produit. Et la mort d'une étoile, si on a la malchance d'être dans la direction de la supernova, eh ben c'est pas compliqué, on finit comme dans Prédiction, on finit littéralement balayé. Sauf que rassurez-vous, contrairement à Prédiction où l'humanité est au courant qu'il va y avoir une déflagration qui va tout ravager, parce que les mecs sont au courant dans le film, il y a des JT télé qui expliquent que c'est foutu, qu'on va finir cramé, etc. Donc c'est terrible, les mecs sont au courant qu'ils vont crever. Si une supernova arrive, du moins si on a l'ultra méga malchance de nous retrouver, mais par le pur hasard, à la limite ce serait presque une volonté divine ou maléfique, qu'on se retrouve dans l'angle d'une supernova, parce qu'il y a une chance sur je ne sais pas combien qu'on se retrouve dans l'angle d'une supernova, donc d'une étoile qui meurt et qui nous télescope son flash. En gros, rassurez-vous, si jamais ça doit arriver, on ne se rendra compte de rien, car ça va beaucoup trop vite. En gros, un flash, terminé, c'est fini, quoi. Je veux dire, tout est réduit, tout est dissous, on finit en poussière, on se rendra compte d'absolument rien. Donc s'il y a à voter entre les deux, entre l'éruption solaire ou supernova, choisis la supernova, perso, parce que ok, il n'y a plus rien, mais au moins, on s'en rendra pas compte, et tant mieux, quoi. Mais rassurez-vous, en tout cas, statistiquement, il n'y a aucune chance que ça arrive, donc relax. Voilà mes amis, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a pas trop fait bader. Vous inquiétez pas, tout ira bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à checker les autres vidéos si vous kiffez le format. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous. Ciao.